Mon mari a pris tous mes biens et emmené mes filles. Je suis devenue mendiante, j'ai souffert de la faim, mais 10 ans plus tard, je lui ai fait payer tout ce qu'il m'avait fait subir. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer, votre avis est très important, et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très précieuse. L'odeur du café frais flottait encore dans la cuisine quand Osvaldo est entré, une pile de papier à la main. Il était 7 heures du matin, et je venais d'allumer la radio pour écouter les nouvelles du jour, comme je le faisais depuis 35 ans de mariage. Mon mari semblait nerveux, manipulant les documents avec une hâte qui ne lui ressemblait pas. « Daniel, il faut que tu signes quelques trucs », dit-il en étalant les papiers sur la table de la cuisine où nous prenions le café. Tous les matins. J'ai essuyé mes mains sur le tablier brodé que m'avait offert ma mère et je me suis approchée. Osvaldo s'est toujours occupé de la partie administrative de notre vie. Je préférais me consacrer à la boutique de tissus que j'avais créée. Avec tant d'amour dans le centre de Lyon. C'était mon bijou, ce petit commerce qui avait grandi lentement, client après client, maître de tissu après maître de tissu. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ai-je demandé en regardant la quantité de feuilles. Je n'avais jamais vu autant de paperasse réunies. Des documents de routine, répondit-il trop vite, sans me regarder dans les yeux. Il faut régulariser quelques biens à nous. Tu sais comment c'est ces histoires de notaire. J'ai fait confiance. Comme j'ai toujours fait confiance. En 35 ans de mariage, Osvaldo ne m'avait jamais donné de raison de douter. Il a pris ma main et m'a guidée jusqu'à chaque ligne où je devais signer. Sa voix calme expliquant que c'était une procédure, standard pour des questions d'héritage et d'organisation patrimoniale. J'ai signé papier après papier, mon écriture cursive que j'avais apprise à l'école primaire, remplissant chaque espace qu'il indiquait. Certaines pages ressemblaient à des contrats, d'autres avaient des chiffres que je n'ai pas bien compris, mais Osvaldo était là, mon compagnon de décennie, le père de mes 2 filles. Pourquoi aurais-je douté ? Voilà, ai-je dit en lui rendant le stylo. Maintenant, je peux aller préparer le déjeuner ? Les filles vont rentrer de l'école. Affamée. Léa était en seconde, Sarah en 4e. Mes princesses, que j'ai élevées avec tant d'amour, toujours avec des vêtements propres et de la nourriture sur la table, même quand l'argent était rare. Pendant la semaine suivante, Osvaldo est devenu étrange. Il partait tôt, rentrait tard, et quand je lui demandais des nouvelles de son travail à l'usine de meubles où il était superviseur, il répondait par des monosyllabes. Les filles ont aussi remarqué le changement. « Papa est bizarre », a commenté Léa un après-midi, alors qu'elle m'aidait à organiser les nouveaux tissus qui étaient arrivés à la boutique. Il reste scotché à son portable, à chuchoter. « Un homme a ses soucis », ai-je répondu, le défendant comme je l'ai toujours fait. « Ça doit être à cause du travail. » C'est un jeudi que tout s'est effondré. Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi, après une journée bien remplie, à la boutique, et j'ai trouvé la maison vide. Non seulement vide de gens, vide de vie. Les vêtements des filles avaient disparu des armoires. Les affaires personnelles d'Osvaldo n'étaient plus dans la chambre. Même les photos de famille avaient disparu de l'étagère du salon. J'ai couru, dans la maison en criant leur nom, vérifiant chaque pièce, espérant que ce soit une sorte de malentendu. Dans la cuisine, j'ai trouvé un mot collé sur le réfrigérateur avec du scotch. « Daniel, j'ai emmené les filles dans un endroit meilleur. N'essaie pas de nous retrouver. La maison n'est plus à toi. Osvaldo. » Mes jambes ont flanché. Je me suis assise sur la chaise de la cuisine, celle-là même où j'avais signé les papiers quelques jours auparavant, essayant de comprendre ce qui se passait. La maison n'était plus à moi. Comment ça ? Le téléphone a sonné. C'était Madame Dubois, ma voisine depuis 15 ans. « Daniel, ma chérie, ça va ? J'ai vu un camion de déménagement ici ce matin. »« Déménagement ?» ai-je réussi à demander, la voix rauque. « Oui, ils ont emporté des meubles, des vêtements. Je pensais que vous déménagiez. Ils ne m'ont rien dit ?» J'ai raccroché sans répondre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, du salon, et j'ai vu quelques voisines discuter sur le trottoir, regardant en direction de ma maison. Elles savaient quelque chose que je ne savais pas. Le lendemain, un homme en costume est apparu à ma porte. Il apportait une notification judiciaire et parlait avec une éducation froide qui m'a donné la chair de poule. « Madame Daniel Santos, cette propriété a fait l'objet d'un transfert légal. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. » « Comment ?
Ça transfère? C'est ma maison. Il m'a montré les documents. Ma signature était là, transférant la maison à Osvaldo. Ma signature apparaissait aussi sur d'autres papiers, des contrats de prêt, des virements bancaires, même la vente de ma boutique de tissus à un nom que je n'avais jamais entendu. Il doit y avoir une erreur, ai-je insisté, les mains tremblantes. Je n'ai jamais vendu ma boutique. Tout est documenté, madame. Y compris votre compte bancaire a été vidé par des virements que vous avez autorisés. Quand l'homme est parti, j'ai couru à la banque. Le compte que j'alimentais depuis des années avec le profit des tissus était vide. Plus que vide. Il était à découvert. Selon le directeur, j'avais une dette de près de 100 000 € en raison de prêts dont je ne me souvenais pas avoir fait la demande. Mais monsieur Martin, vous me connaissez depuis des années, je ne demanderai jamais autant d'argent. Tout est ici, madame Daniel, votre signature, vos documents, nous avons même commencé les procédures de recouvrement. Je suis sorti de la banque en titubant. Les rues de Lyon, que je connaissais comme ma poche, me semblaient étranges, déformées. Des gens passaient devant moi en chuchotant, certains montrant discrètement du doigt. Je suis retourné à la maison, qui n'était plus ma maison, et j'ai trouvé d'autres voisins en train de discuter devant le portail. Madame. Dubois s'est approché avec un regard de pitié qui m'a brisé le cœur. Daniel, j'ai appris ce qui s'est passé. Si tu as besoin de quelque chose... Qu'est-ce que les gens racontent, ai-je demandé, sentant qu'il y avait d'autres secrets qui se dévoilaient. Eh bien, Osvaldo est passé hier. Il a dit que tu avais eu une sorte de crise, que tu l'avais abandonné, lui et les filles, pour vivre une vie différente. C'est un mensonge. Je sais, ma chérie, je te connais depuis 15 ans, mais il a montré des papiers. Il a dit que tu avais tout signé volontairement, que tu voulais te débarrasser des responsabilités. Cette nuit-là, j'ai dormi. Sur le sol de la maison vide, pour la dernière fois. Le lendemain, 2 hommes sont apparus pour me raccompagner jusqu'à la rue. J'ai rassemblé mes derniers vêtements dans un sac plastique, tout ce qui me restait d'une vie entière. En marchant sur le trottoir, portant seulement une vieille valise et le sac, j'ai entendu des chuchotements venant des fenêtres. Les gens, qui me connaissaient depuis des décennies, me regardaient maintenant comme si j'étais une étrangère, une femme qui était devenue folle et avait abandonné sa famille. Je me suis assise sur un banc de la place centrale, celle où j'emmenais. Les filles jouaient quand elles étaient petites, et j'ai enfin compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Osvaldo ne m'avait pas seulement volé. Il avait détruit méticuleusement mon existence, planifiant chaque étape avec une froideur qui m'a glacé le sang. À 62 ans, j'étais complètement seule au monde, sans argent, sans maison, sans fille. Et le pire, sans que personne ne croie à ma version de l'histoire. Le soleil se couchait quand je me suis levée de ce banc, sachant que ma vie telle que je la connaissais était terminée pour toujours. La première nuit dans la rue a été la plus longue de ma vie. J'ai cherché un endroit protégé sous le porche d'une pharmacie fermée, serrant ma vieille valise comme si c'était un oreiller. Le froid de juillet à Lyon me coupait la peau à travers mon fin manteau, et chaque bruit me faisait sursauter. Le matin, une employée est arrivée pour ouvrir la pharmacie et m'a chassée avec un regard de dégoût. « Ce n'est pas un endroit pour les mendiants », a-t-elle dit, comme si j'étais invisible. Mendiante. Le mot a résonné dans ma tête alors que je marchais dans les rues vides, portant mon unique bien. J'ai essayé d'aller à la maison de mes filles, qui étaient maintenant uniquement à Osvaldo, mais j'ai trouvé un portail scellé et un panneau « À vendre » collé au mur. Les voisins m'ont dit qu'ils étaient repartis pendant la nuit, sans laisser d'adresse. « Pour Paris », a murmuré Madame Antoine, la voisine d'à côté. Osvaldo a dit qu'il allait recommencer sa vie loin d'ici. « Et mes filles? Elles n'ont pas demandé après moi ?» Le silence gêné m'a donné la réponse. Osvaldo avait raconté une version de l'histoire qui me faisait passer pour la méchante. Mes propres filles étaient à partir en croyant que je les avais abandonnées. Les premiers jours ont été les pires. J'ai essayé d'obtenir de l'aide à la mairie, mais j'ai découvert que mon numéro de sécurité sociale était sale à cause des dettes qu'Osvaldo avait contractées en mon nom. Je ne pouvais même pas m'inscrire au programme d'aide sociale. « Madame, avec cette situation financière, il n'y a rien à faire », a expliqué l'employé, regardant l'écran de l'ordinateur avec l'air de quelqu'un qui avait tout vu. « Vous devez près de 100 000 € à plusieurs banques. »« Mais je n'ai jamais demandé ces prêts.
Tout est documenté ici. Signature, carte d'identité, justificatif de revenus de votre ancienne boutique. Je suis sortie de là en comprenant qu'Osvaldo avait tout planifié dans les moindres détails. Non seulement il m'a volé, il s'est assuré que je ne pourrais pas me relever. La fin est arrivée le 3e jour. J'avais mangé seulement un pain qu'une boulangère charitable m'avait donné, mais mon estomac me faisait mal comme s'il était percé de l'intérieur. J'ai commencé à fréquenter l'arrière des restaurants, espérant qu'ils jetteraient trop de la nourriture. « Hé, dégage de là !» a crié un serveur, me repoussant des poubelles d'un restaurant japonais. « Tu vas salir l'image de l'établissement. » C'est ainsi que j'ai découvert le monde des invisibles. J'ai découvert où se trouvaient les poubelles avec de la nourriture moins abîmée. Quels commerçants avaient pitié et offraient parfois une assiette de nourriture, ou dormir sans être chassés par les agents de sécurité. Mon apparence a changé rapidement. Les vêtements que j'avais apportés sont devenus sales et déchirés. Mes cheveux, que j'ai toujours entretenus, étaient emmêlés et gras. Les gens ont commencé à traverser la rue quand ils me voyaient arriver. 1 mois plus tard, j'ai rencontré Zila, une ancienne cliente de ma boutique. Elle a fait semblant de ne pas me reconnaître, mais j'ai insisté. « Zila, c'est moi, Daniel. Vous achetiez du tissu dans ma boutique. » Elle s'est arrêtée, gênée, a regardé autour d'elle pour voir si quelqu'un faisait attention et a murmuré « Daniel ? Oh là là, comme vous êtes différente !» Je traverse des difficultés. Mon mari, il m'a laissé sans rien. Écoutez, j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes. Mais Daniel, vous devez prendre soin de... Vous ? Demandez de l'aide, votre apparence. Elle m'a donné 20 € et est partie rapidement, comme si être près de moi était contagieux. Cette nuit-là, je me suis regardée dans la vitre d'un magasin fermé et j'ai eu un choc. La femme reflétée là semblait avoir 10 ans de... plus, le visage maigre et marqué, les yeux enfoncés et sans éclat. C'est alors que j'ai commencé à ramasser des canettes. Je me levais tôt et parcourais toute la ville, ramassant de l'aluminium dans des sacs en plastique que je portais sur mon dos. À la fin de la journée, je vendais tout pour quelques euros qui suffisaient à peine à acheter un en-cas. Regardez, qui est devenue ramasseuse de ferraille, ai-je entendu une femme commenter avec son amie en passant devant elle. Daniel de la boutique de tissus, on dit qu'elle est devenue folle et qu'elle a abandonné sa famille. Quel dommage, a répondu l'autre. Elle avait l'air d'une personne si bien. Leurs paroles m'ont suivi tout le reste de la journée. C'est ainsi que les gens me voyaient maintenant, une folle qui avait tout abandonné par caprice. Osvaldo avait tissé une histoire parfaite, où il était la victime et moi, la méchante. Petit à petit, j'ai découvert plus de détails sur ce que mon mari avait fait. J'ai appris par des commérages qu'il vivait avec une femme beaucoup plus jeune, une employée de l'usine où il travaillait, qu'il avait acheté un nouvel appartement à Paris avec l'argent de la vente de ma boutique. Il a dit que sa femme avait eu une crise, a raconté M. André, propriétaire d'un bar où j'arrivais parfois à gagner quelques pièces en lavant la vaisselle. Qu'elle a disparu dans la nature et a laissé ses filles sans ressources. « Mais ce n'est pas vrai !» ai-je protesté en lavant un verre de plus avec une force inutile. « Je sais, Daniel. Je te connais depuis des années, mais les gens croient ce qu'ils veulent croire. » 3 mois après ma chute, j'ai découvert le pire de tout. Je ramassais des canettes près de la gare routière quand j'ai entendu une conversation entre 2 femmes. « J'ai entendu dire que les filles de Daniel étudient dans une école privée à Paris, » a dit l'une d'elles. « Sérieux ? Comment Osvaldo a-t-il trouvé l'argent pour ça ? » Avec la vente de la maison et de sa boutique. Il a dit qu'elle avait tout signé volontairement avant de péter les plombs et de s'en aller. Mes jambes ont tremblé. Non seulement Osvaldo avait volé mon argent, il utilisait mes ressources pour offrir une vie meilleure à nos filles, les faisant le voir comme un héros et moi comme la mère qui les avait abandonnées. Cette nuit-là, allongée sur un banc de la place, j'ai regardé les étoiles et j'ai senti une colère grandir dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de l'indignation, c'était une haine froide, calculée, qui brûlait comme une braise. Pendant 6 mois, j'ai vécu de cette façon, ramassant des ordures, dormant dans la rue, mangeant des restes. Mon corps est devenu trop maigre, ma peau desséchée par le soleil et le froid. J'ai développé des blessures aux pieds, à force de marcher avec des chaussures trouées. C'est un jour de pluie torrentielle que j'ai failli mourir.
J'étais sous un porche, trempé et tremblant de froid, quand j'ai commencé à avoir des convulsions. Une forte fièvre a envahi mon corps et je me suis évanouie au milieu de la rue. Je me suis réveillée à l'hôpital public où une infirmière m'a expliqué que j'avais une pneumonie. Je suis restée hospitalisée pendant 1 semaine, soignée comme une indigente. Quand on m'a renvoyée, je n'avais nulle part où aller. « Vous avez de la famille ?» a demandé l'assistante sociale. « J'ai 2 filles, mais elles vivent à Paris avec leur père. Vous pouvez les contacter ?» Je n'avais pas de téléphone, pas d'adresse. Je ne savais même pas dans quelle école elles étudiaient. À toute fin pratique, j'étais seule au monde. C'est à la sortie de l'hôpital que s'est produite la rencontre qui allait changer ma vie. Je marchais lentement, encore faible de la maladie, quand je me suis évanouie devant une boulangerie. La dernière chose que j'ai vue, c'est une dame aux cheveux blancs s'approcher, criant à quelqu'un d'appeler une ambulance. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit propre, dans une maison qui sentait les vieux livres. Une femme d'environ 70 ans était assise sur une chaise à côté de moi, en train de tricoter. « Enfin réveillée », a-t-elle dit, en souriant. J'étais inquiète, je m'appelle Colette. J'ai regardé autour de moi, confuse. C'était un endroit chaleureux, avec des étagères remplies de livres, de vieux fauteuils mais confortables, des plantes bien entretenues. Où suis-je ? Chez moi, à l'arrière de ma librairie d'occasion. Je t'ai ramené ici après que tu t'es évanoui dans la rue. Tu es là depuis 3 jours. Pourquoi ? Vous ne me connaissez pas ? Colette a arrêté de tricoter et m'a regardé avec des yeux gentils, mais fermes. Parce que je reconnais quand quelqu'un est détruit injustement. Et parce que, ma fille, tout le monde mérite une seconde chance. Elle s'est levée, est allée à la cuisine et est revenue avec une assiette de soupe chaude. L'odeur m'a rappelé les soupes que je préparais moi-même pour mes filles quand elles étaient petites. Et j'ai pleuré pour la première fois depuis que tout a commencé. Pendant les 3 premiers jours chez Colette, j'avais du mal à sortir du lit. Mon corps était épuisé par des mois passés à vivre dans la rue et mon âme semblait avoir perdu l'envie de me battre. Colette ne me mettait pas la pression. Elle apparaissait de temps en temps avec une assiette de nourriture et des mots gentils. « Mange doucement », disait-elle en m'observant avec une attention maternelle. « Ton estomac a besoin de se réhabituer à de la vraie nourriture. » C'était étrange d'être dans un lit propre, avec des draps qui sentaient bon et un oreiller moelleux. Pendant des mois, mon lit avait été un banc de place, du carton ou le sol froid. Parfois, je me réveillais en panique, pensant que je rêvais et que j'allais bientôt retourner dans la rue. Le 4e jour, Colette m'a emmenée visiter la librairie d'occasion. Elle était plus grande qu'elle ne paraissait de l'extérieur, avec des couloirs étroits bordés d'étagères jusqu'au plafond, toutes remplies de livres. L'odeur de papier ancien et de vieux bois était réconfortante. « Je travaille ici depuis 40 ans, a-t-elle expliqué, passant sa main affectueusement sur les dos des livres. J'ai commencé après la mort de mon mari. J'avais besoin d'un revenu. Les livres sont devenus ma famille. Ça a dû être difficile de recommencer, ai-je commenté en pensant à ma propre situation. Ça l'a été. Mais j'ai découvert que parfois la vie nous jette au fond du trou pour qu'on puisse trouver notre vraie force. Colette m'a offert du travail en échange du logement. J'organiserai les livres, j'aiderai avec les clients et je m'occuperai du nettoyage. Le salaire serait symbolique, mais j'aurai un toit, de la nourriture et la chance de me relever. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» ai-je demandé, toujours méfiante. Des mois dans la rue m'ont appris que personne ne fait rien gratuitement. Parce que je sais qui vous êtes, Daniel, et je sais ce qu'on vous a fait. Mon cœur s'est accéléré. Comment ça ? Osvaldo m'a contacté quelques mois avant que vous n'apparaissiez ici. Il voulait vendre quelques vieux livres. Il a dit que sa femme les avait collectionnés pendant des années. J'ai reconnu quelques titres. C'étaient des livres que vous achetiez ici même. Vous vous souvenez ? Le souvenir est revenu comme un coup de poing. Je collectionnais effectivement des livres de recettes anciennes et des romans classiques. J'en achetais beaucoup à la librairie d'occasion de Colette, mais je n'ai jamais fait attention à la propriétaire. Il a vendu mes livres ? Il a vendu. Et pendant la conversation, il a raconté une version très intéressante de l'histoire. Il a dit que sa femme était devenue folle, qu'elle l'avait abandonné, lui et ses filles, pour vivre dans la rue, mais quelque chose ne collait pas.
Colette m'a guidée vers un petit bureau au fond du magasin, rempli de papiers organisés dans des dossiers. 40 ans à manipuler des livres m'ont aussi appris à lire les gens. Votre mari était trop nerveux pour quelqu'un qui se débarrassait simplement des affaires d'une épouse folle. Et il y avait quelque chose dans sa précipitation, dans la façon dont il voulait tout vendre rapidement. Il mentait, ai-je murmuré. Il mentait. Alors j'ai commencé à faire attention. J'ai posé des questions à des connaissances sur vous. Tout le monde disait du bien de Danielle de la boutique de tissus. Une femme travailleuse, une bonne mère, un mariage stable. Ça ne collait pas avec l'histoire de la crise. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Enfin, quelqu'un avait douté de la version d'Osvaldo. Quand vous vous êtes évanoui devant la boulangerie, j'ai su que c'était vous. Je vous attendais depuis longtemps. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé à la librairie d'occasion comme si c'était ma propre survie. Je me levais tôt, j'organisais les étagères, je servais les clients et j'aidais Colette avec la comptabilité. Petit à petit, mon corps s'est rétabli. J'ai pris du poids, mes cheveux ont retrouvé leur brillance, les blessures de mes pieds ont guéri. Mais plus important que la guérison physique, j'ai découvert que Colette documentait tout sur Osvaldo depuis qu'elle se méfiait de lui. Elle avait un dossier entier avec des notes, des coupures de journaux, des conversations qu'elle avait entendues. « Vous êtes enquêtrice ?» ai-je demandé en feuilletant les documents. « Je suis une femme curieuse qui n'aime pas l'injustice », a-t-elle répondu en ajustant ses lunettes, « et qui a beaucoup de temps libre. » Il y avait des copies, des annonces de la vente de ma maison et de la boutique, des photographies d'Osvaldo entrant et sortant des études de notaire, même l'adresse à Paris où il avait déménagé. Comment avez-vous réussi à faire tout ça? J'ai des amis dans des endroits utiles. La notaire fréquente ma librairie, d'occasion depuis des années. Le courtier qui s'est occupé de la vente de votre maison est mon filleul. Il n'a pas été difficile de reconstituer le puzzle. Mais la révélation la plus choquante est venue 6 mois plus tard. Colette est rentrée à la maison un après-midi avec une expression sérieuse que je ne lui connaissais pas. « Danielle, il faut que je te montre quelque chose, mais je ne sais pas si tu es prête. » Elle a posé sur la table des copies de documents, bancaires et de contrats. Votre Osvaldo ne s'est pas arrêté là. Depuis qu'il est parti à Paris, il continue d'utiliser votre nom pour obtenir du crédit. J'ai senti mon sang se glacer. Comment ça? Des financements, des prêts, même l'ouverture d'entreprise. Il a une procuration falsifiée avec votre signature et il manipule beaucoup d'argent. Les documents montraient une activité financière intense. Osvaldo avait ouvert une entreprise d'import-export à Paris, obtenu des financements bancaires et même financé un appartement, le tout en utilisant mon numéro de sécurité sociale et des documents falsifiés. Il est en train de construire un empire avec mon nom, ai-je chuchoté, incrédule. Et il y a plus. J'ai découvert où vos filles étudient, une école privée chère, avec des frais de scolarité de 2000 € chacune. Mon cœur s'est serré en pensant à Léa et Sarah. Elles auraient maintenant 17 et 15 ans. Elles seraient en âge de choisir une profession, de sortir avec des garçons, de rêver à l'avenir. Et je n'étais là pour rien de tout ça. Elles savent la vérité? D'après ce que j'ai pu constater, non. Osvaldo maintient la version selon laquelle vous les avez abandonnées. Même, Colette a hésité. Dites. Il a des photos de vous en train de ramasser des ordures. Il leur montre comme preuve que vous avez choisi cette vie. La douleur a été si intense que j'ai dû m'asseoir. Osvaldo n'a pas seulement volé ma vie, il était en train de détruire mon image pour mes propres filles, utilisant ma souffrance comme preuve de sa version mensongère. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée à regarder le plafond, un mélange de rage et de détermination grandissant en moi. Osvaldo pensait qu'il m'avait complètement détruite, que je ne me relèverais jamais. Il se trompait. Pendant l'année suivante, j'ai travaillé sans relâche à la librairie d'occasion, mais mon esprit était concentré sur quelque chose de plus grand. J'ai commencé à étudier les lois relatives à la fraude, à la falsification de documents et aux crimes financiers. Colette me prêtait des livres de droit et je passais les nuits à lire sur mes droits. « Vous préparez quelque chose » a observé Colette un après-midi. « Je prépare la justice. » Ensemble, nous avons organisé toutes les preuves par ordre, chronologique. Chaque document falsifié, chaque mouvement bancaire irrégulier, chaque mensonge raconté. C'était un dossier complet des crimes d'Osvaldo.
Mais je savais qu'il ne suffisait pas d'avoir les preuves. J'avais besoin de ressources pour engager des avocats, pour me rendre à Paris, pour affronter un homme qui avait maintenant beaucoup d'argent et d'influence. C'est alors que Colette m'a fait une proposition qui a tout changé. « Daniel, il faut que je te parle de ma santé. » Mon cœur s'est emballé. Colette avait 71 ans, mais elle semblait si forte que je n'ai jamais pensé à la perdre. Je suis allée chez le médecin la semaine dernière. Ce n'est rien d'urgent, mais j'ai un problème cardiaque qui va me limiter dans les prochaines années. Colette, laisse-moi finir. Je n'ai pas de famille, pas d'héritier. Cette librairie d'occasion est toute ma vie, et je veux la laisser à quelqu'un qui en prendra soin comme je l'ai fait. Elle a pris ma main entre les siennes, déjà ridée par le temps. Je veux tout te laisser, Daniel, mais à une condition. Laquelle? Que tu utilises les ressources pour récupérer ta vie, pour affronter Osvaldo et reconquérir tes filles. J'ai pleuré en la serrant dans mes bras, sentant pour la première fois depuis des années qu'il y avait de l'espoir. Colette ne me faisait pas seulement un cadeau, elle me donnait les armes pour me battre. Mais il y a autre chose, a-t-elle continué, une lueur espiègle dans les yeux. J'ai découvert quelque chose sur Osvaldo qui va beaucoup intéresser le fisc. Elle a ouvert une enveloppe scellée et a étalé des documents sur la table. Son entreprise d'import-export fraude le fisc depuis 2 ans. Et il y a plus. Il blanchit de l'argent par le biais de sociétés écrans. J'ai regardé les documents, sentant une force grandir en moi. Osvaldo avait construit son empire sur des mensonges et des crimes. Et maintenant, j'avais entre les mains tout ce dont j'avais besoin pour le faire tomber. Comment avez-vous réussi à faire ça? J'ai une amie qui travaille au fisc. Elle a fait une enquête officieuse quand je lui ai raconté l'histoire. Cette nuit-là, assise sur la véranda à l'arrière de la librairie d'occasion, observant les étoiles, j'ai senti que j'avais enfin un plan. Je ne serais plus la victime qu'Osvaldo a détruite. Je serais la femme qui le détruirait. « Prépare-toi, Osvaldo », ai-je murmuré à la nuit. La Danielle que tu as enterrée est sur le point de ressusciter. 2 ans après être arrivée à la librairie d'occasion, ma vie avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Colette m'a appris non seulement à organiser des livres, mais aussi à gérer l'entreprise. Je contrôlais le stock, je négociais avec les fournisseurs et je faisais même la comptabilité. La librairie d'occasion prospérait comme jamais auparavant. Mais mon esprit était toujours concentré sur ce que je découvrais sur Osvaldo. Chaque semaine, de nouvelles informations arrivaient grâce au réseau de contacts que Colette avait construit au fil des décennies. Le tableau qui se dessinait était bien pire que ce que j'imaginais. « Daniel, une autre enveloppe est arrivée », a dit Colette un matin en me tendant le courrier de son ami du fisc. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. C'étaient des relevés bancaires qui montraient des mouvements de millions d'euros sur les comptes de l'entreprise d'Osvaldo. En 2 ans, il avait déplacé plus de 500 000 € en utilisant mon numéro de sécurité sociale comme caution. « Comment est-il possible de déplacer autant d'argent ?» ai-je demandé, incrédule. « Quand quelqu'un a un nom propre à utiliser, les portes s'ouvrent », a répondu Colette en ajustant ses lunettes pour lire les documents. Votre numéro de sécurité sociale n'avait pas de restriction quand il a commencé à l'utiliser. C'était parfait pour ses plans. Mais l'information qui m'a le plus bouleversée est venue par le biais de M. Paul, un ancien client de Do, la librairie d'occasion qui travaillait dans une agence immobilière à Paris. Il avait reconnu le nom d'Osvaldo dans une liste de clients. « Madame Daniel, votre ex-mari a acheté 2 autres appartements cette année », a-t-il raconté un après-midi en prenant le café que je servais toujours aux clients spéciaux. Un à son nom, un autre au nom de Vanessa. Vanessa, la petite, amie. Jeune femme, jolie. D'après les documents que j'ai vus, elle a environ 25 ans. 25 ans. Le même âge que j'avais quand Léa est née. J'ai ressenti un mélange de rage et de tristesse en imaginant Osvaldo reconstruire une nouvelle famille tout en détruisant l'ancienne. « Et il y a autre chose que vous voudrez savoir », a poursuivi M. Paul en baissant la voix. « Les filles, vos filles, elles travaillent moi dans son entreprise. » Mon cœur s'est emballé. « Comment ça, elles travaillent ?» Léa apparaît comme associée minoritaire dans les documents.
Sarah est enregistrée comme employée, même si elle est mineure. Il semble qu'il les utilise pour une combine. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des mois. Pas seulement parce que j'étais loin de mes filles, mais parce que je savais qu'Osvaldo les impliquait dans ses crimes. Mes filles, que j'ai élevées pour qu'elles soient honnêtes et travailleuses, étaient utilisées comme des pièces dans un jeu sale. Il est en train de les détruire aussi, ai-je dit à Colette, qui me consolait avec une tisane à la camomille. C'est pour ça que tu dois agir vite, a-t-elle répondu, ferme. Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est à propos de sauver tes filles. C'est alors que Colette m'a raconté ce qu'elle avait découvert sur ma situation juridique. Son amie avocate avait analysé tous les documents et était parvenue à une conclusion surprenante. Daniel, tu n'as pas perdu tes droits. Techniquement, tu es toujours marié à Osvaldo. Le divorce n'a jamais été officialisé. Comment ça? Il t'a fait signer des documents de séparation de biens, pas de divorce. Légalement, vous êtes toujours mariés, et ça signifie que tu as droit à la moitié de tout ce qu'il a construit avec ton argent. L'information m'a laissé en état de choc. Pendant 3 ans, j'ai pensé que je n'avais aucun droit sur rien. Maintenant, je découvrais qu'aux yeux de la loi, j'étais associé à tous les biens qu'Osvaldo avait acquis. Mais il y a plus, a continué Colette. Comme il a utilisé des documents falsifiés pour obtenir du crédit, tous les contrats sont illégaux. Son entreprise peut être fermée à tout moment. Pendant les semaines suivantes, j'ai plongé dans l'étude des lois conjugales et commerciales. Colette me prêtait des livres juridiques et je passais les nuits à prendre des notes, à planifier chaque étape de ma stratégie. J'ai découvert qu'Osvaldo avait commis au moins 15 crimes différents. Falsification de documents, utilisation de faux papiers d'identité, fraude fiscale, blanchiment d'argent, détournement de fonds et fraude contre le système financier. Chaque crime pouvait lui valoir des années de prison. Mais j'ai aussi découvert quelque chose qui a complètement changé mes plans. Colette avait enquêté en profondeur sur la situation de mes filles et avait apporté des nouvelles qui m'ont brisé le cœur. « Daniel, il faut que je te parle de Sarah. Qu'est-ce qu'elle a ?» J'ai parlé avec une voisine de l'endroit où ils habitent. Sarah ne va pas bien. Elle est devenue très maigre. Elle vit triste et on l'a vue plusieurs fois pleurer dans la cour de l'école. Mon instinct maternel s'est réveillé avec force. Elle est malade ? Pas physiquement, mais il semble qu'elle souffre beaucoup. La voisine a dit qu'elle avait entendu des disputes entre elle et son père à propos de toi. Quel genre de dispute? Sarah remet en question sa version. Elle demande pourquoi tu n'as jamais essayé de la contacter, pourquoi il n'y a pas de photos de vous ensemble, pourquoi il a détruit tous les souvenirs. Il semble qu'elle commence à douter de l'histoire qu'il raconte. J'ai senti une pointe, d'espoir mêlé de désespoir. Ma fille cadette souffrait, commençait peut-être à découvrir la vérité, et je n'étais pas là pour la protéger. Et Léa? Elle est plus impliquée dans les affaires de son père. Elle semble avoir accepté sa version complètement. D'ailleurs, la voisine a dit qu'elle disait du mal de toi à qui voulait l'entendre. La douleur était intense. Léa, ma fille aînée, que je portais dans mes bras quand elle avait des cauchemars, me haïssait maintenant sur la base de mensonges. C'est à cette époque que Colette a commencé à montrer des signes que sa santé se détériorait. Elle a eu quelques crises cardiaques qui l'ont laissée hospitalisée pendant des jours. Pendant l'une de ces hospitalisations, elle m'a appelé pour une conversation sérieuse. « Daniel, mon temps s'épuise. Les médecins ont été clairs. J'ai au maximum 1 an. Ne dis pas ça, Colette. Il faut que je le dise. Et il faut que tu comprennes qu'il est temps d'agir. Je ne peux pas mourir en sachant que tu continues à souffrir ici pendant que cet homme détruit ta famille. » Elle avait raison. J'avais passé 3 ans à me préparer, à rassembler des preuves, à me fortifier. Mais j'utilisais la préparation comme excuse pour reporter la confrontation que je savais inévitable. J'ai peur, ai-je admis pour la première fois. Peur que mes filles ne croient pas en moi. Peur qu'Ay soit plus malin et réussisse à me détruire à nouveau. La peur est normale, mais tu n'es plus la femme qui l'a trompée. Tu es une survivante qui a suffisamment de preuves pour détruire son empire de mensonges. Colette a ouvert le coffre-fort qu'elle gardait dans son bureau et a retiré un dossier volumineux. Voici tout ce dont nous avons besoin pour en finir avec Osvaldo. Documents originaux, enregistrements, photographies, relevés bancaires, 3 ans d'enquête.
J'ai feuilleté le dossier, impressionné par la quantité de preuves. Il y avait même des enregistrements de conversations téléphoniques où Osvaldo admettait avoir falsifié ma signature. Comment avez-vous obtenu ces enregistrements? Mon ami du fisc a ses méthodes. Disons qu'il n'est pas très discret au téléphone. Dans l'un des enregistrements, j'ai entendu Osvaldo parler avec un comptable de la façon de nettoyer l'argent qu'il était en train de blanchir. Dans un autre, il expliquait à quelqu'un comment il avait réussi à se débarrasser de sa femme de manière à ce qu'elle ne puisse jamais causer de problème. Elle vit comme une mendiante à Lyon, disait sa voix dans l'enregistrement. Complètement détruite. Elle n'aura jamais les moyens de me poursuivre en justice. Entendre ces mots a été comme recevoir une gifle. Osvaldo n'avait pas seulement planifié ma destruction, il se divertissait de ma souffrance. Il est temps de lui montrer qu'il s'est trompé, a dit Colette en éteignant l'enregistreur. Pendant la semaine suivante, nous avons organisé toute la documentation et élaboré un plan détaillé. Premièrement, je porterai plainte à Lyon pour tous les crimes commis. Ensuite, je voyagerai à Paris pour affronter Osvaldo personnellement et récupérer mes droits sur les biens acquis avec mon argent. « Et vos filles ?» a demandé Colette. « Je vais leur montrer la vérité. Si elles me rejettent quand même, au moins je saurai que j'ai essayé. » La veille de mon départ pour Paris, Colette m'a remis une enveloppe scellée. « Ouvre-la seulement si quelque chose tourne mal, » m'a-t-elle dit. « Si Osvaldo essaie de te nuire à nouveau, ce qu'il y a dedans le détruira complètement. Qu'est-ce que c'est? La preuve qu'il n'a pas cessé de commettre des crimes. Nous avons découvert qu'il détourne de l'argent des impôts fédéraux. C'est un crime contre l'État. Si cela arrive entre de bonnes mains, il ira en prison. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises avec le cœur battant fort. Je n'avais pas beaucoup d'affaires. 3 ans à vivre à la librairie d'occasion m'avaient appris à valoriser l'essentiel. Mais j'emportais quelque chose de beaucoup plus précieux. La vérité et la détermination d'une femme qui avait survécu. À l'enfer. Demain, Osvaldo rencontrera la nouvelle Danielle, ai-je murmuré en me regardant dans le miroir. La femme qui s'y reflétait était très différente de celle qui avait signé des papiers en faisant confiance à son mari. Celle-ci était une guerrière forgée dans la douleur et trempée par l'injustice, et elle était prête pour la guerre. Le trajet en train jusqu'à Paris a duré 4 heures, mais a semblé une éternité. J'emportais avec moi 2 valises, une avec des vêtements et des effets personnels, l'autre avec des documents qui pourraient détruire la vie d'Osvaldo. Pendant tout le trajet, j'ai repassé mentalement chaque étape de mon plan. Je suis arrivé à la gare de Lyon un mardi matin, avec le cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Paris était beaucoup plus grande, que dans mon souvenir, beaucoup plus bruyante et intimidante. Mais je n'étais plus la femme fragile qu'Osvaldo avait détruite. J'étais une survivante. La première étape a été de m'installer dans un hôtel simple près du centre. J'avais besoin d'une base pour opérer, d'un endroit pour organiser mes documents et planifier chaque mouvement. Dans la petite chambre modeste, j'ai étalé sur le lit toutes les preuves que Colette et moi avions collectées. Le lendemain matin, j'ai cherché l'adresse de l'entreprise d'Osvaldo. C'était un immeuble commercial dans le quartier du Marais, dans une rue animée pleine de boutiques de créateurs. La plaque à l'entrée indiquait « Santos & Phil Import-Export ». Voir le nom de mes filles-là me serra le cœur. J'ai observé les allées et venues toute la matinée, caché dans un café de l'autre côté de la rue. J'ai vu des employés entrer et sortir, des camions faire des livraisons, et vers 10 heures, mon cœur a presque cessé de battre quand j'ai vu une jeune femme grande et brune sortir de l'immeuble. C'était Léa, ma fille aînée, maintenant. Âgée de 19 ans, belle comme toujours, mais avec une expression dure sur le visage que je ne connaissais pas. Elle portait des vêtements chers et transportait un sac de marque. Elle avait les cheveux courts, dans un style moderne qui la faisait paraître plus âgée. Elle s'est arrêtée sur le trottoir pour répondre à son téléphone portable et j'ai pu l'entendre dire « Papa, la réunion avec les fournisseurs s'est bien passée. J'ai réussi à baisser le prix de 10% de plus. Oui, Sarah. » A toujours cette manie de poser des questions sur notre mère. Notre mère. Elle a prononcé ces mots avec un ton de mépris qui m'a coupé comme un couteau. C'était ainsi que ma fille aînée se référait à moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle a cette paranoïa. Cette femme nous a abandonnés,
Elle a disparu dans la nature, et Sarah se met à inventer des théories du complot. Des larmes ont coulé sur mon visage en entendant ma propre fille parler de moi comme si j'étais un fantôme gênant. Osvaldo avait fait un travail parfait de lavage de cerveau. Léa est montée dans une voiture neuve et est partie. J'ai continué à observer jusqu'à ce que, en fin d'après-midi, je vois Osvaldo sortir de l'immeuble. Mon ex-mari était différent. Plus gros, chauve, portant des vêtements chers qui ne lui allaient pas. Il semblait prospère et satisfait de lui-même. Il s'est dirigé directement vers un parking et est monté dans un SUV importé. J'ai décidé de le suivre. J'ai pris un taxi et j'ai demandé au chauffeur de suivre le véhicule sans trop s'approcher. « Vous suivez un mari trompeur ?» a demandé le chauffeur de taxi curieux. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu sans quitter le SUV des yeux. Osvaldo m'a conduite jusqu'à une résidence de standing dans le 16e arrondissement. C'était un bel endroit, avec un portail sécurisé et des jardins bien entretenus. En attendant qu'il passe le portail, j'ai noté l'adresse et le numéro de l'appartement qui figurait dans sa conversation avec le gardien. Le lendemain matin, je suis retourné à l'immeuble de l'entreprise. Cette fois, je ne suis pas resté à observer de loin. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté le vêtement le plus élégant que j'avais, et je suis entré. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux blonds, m'a regardé avec curiosité. « Bonjour, je voudrais parler à monsieur Osvaldo. »« Santos » ai-je dit, en essayant de garder une voix ferme. « Il est en réunion. Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais c'est à propos d'une affaire urgente concernant les documents de l'entreprise. Je suis Daniel Santos. » La jeune femme a froncé les sourcils. « Santos? Êtes-vous de sa famille ?»« Je suis sa femme. » Son visage a complètement changé. Elle est devenue pâle et a commencé à bafouiller. « Vous? Mais... Monsieur, Osvaldo a dit que... » « Il a dit que j'étais morte? Ou que j'étais devenue folle ?» ai-je demandé en m'asseyant dans un fauteuil de la réception. Quelle que soit la version qu'il raconte, elles sont toutes des mensonges. La réceptionniste est devenue visiblement nerveuse et a passé un appel interne en chuchotant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. En quelques minutes, j'ai entendu des pas lourds venant du couloir. Osvaldo est apparu dans le hall et, quand il m'a vu, son visage est devenu blanc comme un linge. Pendant quelques secondes, nous sommes restés à nous regarder en silence. Il semblait voir un fantôme. « Daniel ?» a-t-il murmuré, incrédule. « Bonjour, Osvaldo, tu m'as manqué aussi. » Il s'est rapidement ressaisi, adoptant une posture autoritaire que je connaissais bien. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment m'as-tu trouvé? »« J'ai mes méthodes. Nous devons parler. »« Nous n'avons rien à nous dire. Tu m'as abandonné, tu te souviens? Tu as quitté ta famille pour vivre comme une mendiante. » La réceptionniste et d'autres employés, qui étaient apparus discrètement, écoutaient tout. J'ai souri froidement. C'est une version intéressante, mais j'en ai une différente. Et j'ai des preuves. J'ai vu la panique grandir dans ses yeux. Osvaldo m'a guidé vers une salle de réunion, fermant la porte derrière nous. « Écoute bien, » a-t-il dit en essayant de retrouver son autorité. « Tu n'existes plus, Daniel. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Si tu es venu ici en pensant pouvoir obtenir quelque chose, tu peux oublier. » J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un dossier avec des documents. « Vraiment ? Laisse-moi te montrer quelque chose d'intéressant que j'ai découverte. » J'ai étalé sur la table les copies des contrats frauduleux, les relevés bancaires montrant les mouvements illégaux, les photographies de lui sortant des études de notaire avec des documents falsifiés. « Tu reconnais ces papiers, Osvaldo ?» Il a feuilleté les documents et j'ai vu son visage devenir de plus en plus pâle. « Où as-tu trouvé ça ?»« Peu importe où. Ce qui importe, c'est que j'ai les originaux de tout, et des copies dans plusieurs endroits sûrs. » J'ai ensuite montré les enregistrements audio en plaçant un petit enregistreur sur la table. « Tu veux entendre ta propre voix avouer comment tu m'as volé ? » « Tu ne peux rien prouver, » a-t-il dit, mais sa voix tremblait déjà. « Je peux tout prouver. Falsification de documents, utilisation de faux papiers d'identité, détournement de fonds, fraude fiscale. Tu veux que je continue ?» Osvaldo s'est assis lourdement sur une chaise, passant ses mains sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux ? Premièrement, je veux récupérer ma vie. Deuxièmement, je veux que mes filles sachent la vérité. Et troisièmement, j'ai sorti une autre enveloppe de mon sac.
Je veux que tu arrêtes d'utiliser mon numéro de sécurité sociale pour tes crimes. Tes filles, elles me détestent, Daniel. Elles pensent que tu es folle. Parce que tu leur as fait croire ça. Mais cela va changer aujourd'hui. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte et que Léa est entrée sans frapper. Papa, la réunion avec... Mon Dieu! Ma fille aînée m'a regardée comme si elle voyait un fantôme. Elle est restée plantée dans l'encadrement de la porte, la bouche ouverte, incapable de parler. « Bonjour, Léa », ai-je dit doucement. « Tu as beaucoup grandi. »« Vous, a-t-elle bafouillé. « Papa, qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Elle est venue créer des problèmes, » a répondu Osvaldo rapidement. « Elle doit avoir besoin d'argent. »« En fait, » ai-je interrompu, « je suis venue vous montrer qui a vraiment abandonné qui. » J'ai tendu à Léa une copie des documents qui prouvaient qu'Osvaldo m'avait tout volé. « Ma fille, voici les papiers que ton père m'a fait signer. » Il a dit que c'étaient des documents de routine, mais en réalité, ils m'ont enlevé ma maison, ma boutique, mon argent, tout. Léa a pris les documents avec des mains tremblantes, lisant chaque page. Ce n'est pas possible. C'est la vérité. Et il y a plus. Ton père m'a laissé avec des dettes de près de 100 000 € et a disparu avec vous deux, me laissant à la rue. « Ne l'écoute pas, Léa !» a crié Osvaldo. « Elle ment !»« Je mens ?» J'ai pris l'enregistreur. « Alors explique cet enregistrement où tu admets avoir falsifié ma signature. » J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Osvaldo a envahi la pièce. L'idiote a tout signé ce que je lui ai mis sous le nez. Elle n'a même pas lu. Maintenant, je suis libre de faire ce que je veux avec l'argent. Léa a lâché les papiers comme s'ils brûlaient. Elle a regardé son père avec une expression d'horreur. « Papa, c'est vrai ?» Osvaldo a tenté une dernière carte. « Elle invente tout ça pour détruire notre famille. Ne l'écoutez pas. » C'est alors que j'ai sorti de mon sac les photographies que Colette avait obtenues, Osvaldo sortant des études de notaire, signant des documents, parlant avec des avocats dans les jours qui ont suivi mon abandon. Ces photos ont été prises la semaine où tu m'as volé. On peut voir les dates. Léa a regardé chaque photo, puis elle a regardé son père, puis elle m'a regardé. J'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux. « Où est Sarah ?» ai-je demandé. « Elle doit savoir aussi. »« Elle est à l'école » a murmuré Léa, encore sous le choc. « Alors allons la chercher. Il est temps que tes filles connaissent toute la vérité. » Osvaldo a essayé de m'en empêcher, mais Léa l'a arrêté. « Non, papa. Si tout cela est vrai, si tu as vraiment fait ça à notre mère... » Sa voix s'est brisée. « Alors nous devons tout savoir. » C'était la première fois en 4 ans que j'entendais l'une de mes filles m'appeler maman, sans mépris dans la voix. En sortant de la salle, Osvaldo a crié derrière nous. « Vous allez le regretter! Je vais la détruire à nouveau !» Je me suis retournée vers lui une dernière fois. « Essaie, mais cette fois, je suis prête à me défendre. » Le trajet jusqu'à l'école de Sarah a été parcouru dans un silence total. Léa conduisait avec les mains tremblantes, s'arrêtant de temps en temps pour sécher les larmes qui insistaient à couler. J'étais assise sur le siège passager, observant la fille que je n'avais pas vue depuis 4 ans, essayer de traiter tout ce qu'elle venait de découvrir. « Maman !» a-t-elle dit soudainement, la voix étranglée. C'était la première fois qu'elle m'appelait ainsi sans colère. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de nous retrouver ?»« J'ai essayé, vous aviez disparu. Votre père n'a laissé aucune trace et je n'avais aucun moyen de vous retrouver. De plus, j'ai hésité, il m'a complètement détruite. J'ai mis 3 ans à me relever. » 3 ans dans la rue, a-t-elle murmuré en se souvenant des photos qu'Osvaldo montrait. « Il disait que tu avais choisi cette vie. »« Choisi ?» J'ai presque ri de désespoir. « Léa, je ramassais des ordures pour survivre. Je dormais sur des bancs publics. J'ai failli mourir d'une pneumonie. Tu penses que quelqu'un choisirait ça ?» Elle a arrêté la voiture à un feu rouge et m'a regardé pour la première fois vraiment dans les yeux. Je pensais que tu avais eu une crise, que tu nous avais abandonnés parce que tu ne nous aimais plus. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, pas une seconde. Chaque nuit dans la rue, je pensais à vous deux. C'est ce qui me maintenait en vie.
Nous sommes arrivés à l'école privée où Sarah étudiait. C'était un bel endroit, cher, très différent de l'école publique où elles étudiaient quand nous vivions ensemble. J'ai vu ma fille cadette sortir du portail avec d'autres adolescentes, et mon cœur s'est serré. Sarah était plus grande, mais très maigre. Elle avait les cheveux longs comme elle a toujours aimé, mais son visage semblait triste, même quand elle souriait à ses amis. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rappelait moi-même, une tristesse profonde qu'elle essayait de cacher. « La voilà », a dit Léa en faisant un signe de la main par la fenêtre. Sarah s'est approchée de la voiture et, quand elle m'a vue sur le siège passager, son expression a complètement changé. Elle est restée plantée sur le trottoir, comme si elle n'arrivait pas à traiter ce qu'elle était en train de voir. « Léa, qui est cette femme ?» a demandé ma fille cadette, la voix tremblante. « C'est notre mère. »« Ce n'est pas drôle, Léa. Pourquoi tu fais cette blague ?» Je suis sortie de la voiture et je me suis tenue devant elle. Sarah m'a regardée de haut en bas, ses yeux se remplissant de larmes. « Sarah, c'est moi, ta mère. »« Non, ce n'est pas possible. Ma mère m'a abandonnée. Ma mère est folle et vit dans la rue. Ta mère est juste là devant toi, et elle ne t'a jamais abandonnée. » Elle a commencé à pleurer, des pleurs désespérés qui m'ont brisé le cœur. J'ai ouvert mes bras et, après un moment d'hésitation, elle s'est jetée dans mes bras. « Maman, maman, je le savais. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait. » J'ai serré ma fille dans mes bras comme si c'était la dernière fois, sentant son odeur, ses cheveux doux, son corps maigre trembler contre le mien. « Pourquoi as-tu mis si longtemps à revenir ?» a-t-elle sangloté sur mon épaule. « C'est une longue histoire, mon amour, mais maintenant je suis là. » Nous sommes allés dans un café près de l'école. Nous avions besoin d'un endroit calme pour parler. Sarah ne lâchait pas ma main, comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. « Maman, papa a toujours dit que tu avais eu une crise et que tu nous avais abandonnés. Mais j'ai toujours remis ça en question. Je me souvenais de toi préparant le petit déjeuner pour nous, nous aidant avec nos devoirs, prenant soin de nous quand nous étions malades. Ça n'avait pas de sens que tu partes comme ça. » Et que répondait-il quand tu le questionnais? Que j'étais en train de fantasmer, que les traumatismes d'abandon font ça aux enfants. Il disait que j'inventais de bons souvenirs pour ne pas accepter que tu ne nous aimais pas. Léa était silencieuse, écoutant tout avec une expression de culpabilité sur le visage. « J'ai cru à tout », a-t-elle murmuré. « Je n'ai jamais rien remis en question. »« Tu étais plus jeune quand tout est arrivé », ai-je tenté de la consoler. « Et ton père est très convaincant. » Alors, je leur ai raconté, en détail, tout ce qui s'était passé. Les papiers que j'ai signés en lui faisant confiance, comment je me suis réveillée et j'ai trouvé la maison vide, comment j'ai découvert que j'avais tout perdu. Leurs visages sont devenus de plus en plus pâles à chaque révélation. « Il a volé ta boutique ?» a demandé Sarah, incrédule. « Il a volé ? Et il a utilisé l'argent pour créer l'entreprise où vous travaillez maintenant. » « C'est pour ça qu'il ne nous laissait jamais toucher aux papiers de l'entreprise, » a murmuré Léa. « Il disait que c'était des affaires d'adultes. » Je leur ai montré tous les documents que j'avais apportés, les falsifications, les prêts frauduleux, les enregistrements où Osvaldo confessait ses crimes. Sarah lisait tout avec une colère croissante. « Il nous a utilisés, » a-t-elle dit en fermant les poings. « Il nous a utilisés pour donner de la crédibilité à l'entreprise. C'est pour ça qu'il a tant insisté pour que je travaille là, même si j'étais mineure. Et c'est pour ça qu'il m'a fait associer minoritaire sans que je comprenne bien de quoi il s'agissait. » A complété Léa. Je leur ai aussi raconté ma vie dans la rue, Colette, comment j'ai passé des années à rassembler des preuves. Elle pleurait en entendant parler de ma souffrance. « Maman, pardonne-moi, » a dit Léa. « J'ai dit tellement de mauvaises choses. Sur toi, je t'ai traité de folle, d'égoïste. Tu ne savais pas la vérité, mon amour. Ton père a fait un travail très bien fait pour vous convaincre. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, » a explosé Sarah. « Je l'ai toujours su, et je l'ai laissé me convaincre que j'étais folle. » C'est alors qu'elle m'a raconté quelque chose qui m'a glacé le sang. « Maman, il y a une chose que tu dois savoir sur papa et Vanessa. »« Quoi ? » ?»« Ils prévoient de quitter la France. Je les ai entendus parler d'ouvrir une entreprise en Suisse.
Et il y a plus, ils veulent que Léa et moi restions ici pour gérer l'entreprise, pendant qu'ils disparaissent avec l'argent. J'ai senti mon sang se glacer. Osvaldo prévoyait de s'enfuir, et en plus, il voulait laisser mes filles assumer les responsabilités légales d'une entreprise frauduleuse. Quand comptent-ils partir? À la fin du mois, ils ont déjà acheté les billets. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone portable. Il ne restait que 2 semaines. Ils ne peuvent pas s'enfuir, a dit Léa, déterminée. Pas après. Tout ce qu'ils ont fait. Ils ne s'enfuiront pas, ai-je répondu en prenant mon téléphone, parce que dès demain, j'irai à la police judiciaire. Mais avant de dénoncer Osvaldo, je devais m'assurer que mes filles étaient en protégé. Elles étaient mineures quand elles ont été placées comme associées de l'entreprise, ce qui signifiait que les contrats étaient illégaux. Vous allez quitter l'entreprise dès aujourd'hui, ai-je décidé. Et vous allez venir avec moi. Où ça? A demandé Sarah. De retour à Lyon, loin de cet homme qui a détruit notre famille. Mais nos affaires sont dans l'appartement, a dit Léa. Alors, allons les chercher. Maintenant. Nous sommes allés ensemble à la résidence où Osvaldo vivait avec Vanessa. Les filles avaient une clé, donc nous avons pu entrer sans problème. L'appartement était luxueux, décoré avec des meubles chers qui avaient probablement été achetés avec mon argent. Pendant qu'elles rangèrent leurs vêtements, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Un dossier ouvert sur la table du salon rempli de documents sur des virements bancaires internationaux. J'ai tout photographié avec mon téléphone portable. Osvaldo ne prévoyait pas seulement de s'enfuir. Il transférait de l'argent sur des comptes à l'étranger depuis des mois. « Maman, j'ai trouvé quelque chose dans la chambre de papa », a appelé Sarah. Elle avait trouvé un petit coffre-fort ouvert. À l'intérieur, il y avait de l'argent en espèces, des documents et, à ma surprise, des objets que j'ai reconnus. Ma bague de fiançailles, le collier que ma mère m'a donné, des photos de notre famille. Il a gardé ces choses, ai-je murmuré en prenant une photo où nous apparaissions heureuses à l'anniversaire de 5 ans de Sarah. Pourquoi garderait-il ça s'il disait qu'il nous avait abandonnés, a demandé Léa. Parce qu'il savait qu'il mentait, et peut-être, au fond, il ressentait des remords. Nous avons rassemblé tout ce qui appartenait aux filles, et nous sommes sortis rapidement. Je ne voulais pas être là quand Osvaldo reviendrait. Dans la voiture, sur le chemin de l'hôtel où j'étais logée, Léa a posé la question que j'attendais. « Maman, qu'est-ce qui va arriver à papa? Il va payer pour tout ce qu'il a fait, devant la justice et devant nous. Mais et s'il s'enfuit avant? C'est alors que je me suis souvenue de l'enveloppe que Colette m'a donnée, celle que je ne devais ouvrir qu'en cas d'urgence. L'heure était venue. Il ne s'enfuira pas, ai-je dit en pensant aux preuves que je n'avais pas encore révélées, parce que demain, tout son stratagème va s'effondrer. Sarah a serré ma main plus fort. « Tu vas nous quitter à nouveau? Plus jamais, mon amour. Cette fois, nous allons rester ensemble. » Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, allongées dans le même lit comme nous le faisions quand elles étaient petites, mes filles m'ont raconté les 4 dernières années. Les doutes qu'elles avaient toujours eus, la tristesse de grandir. Sans mère, comment Osvaldo contrôlait leur vie. Maintenant, je comprends pourquoi je me sentais toujours vide, a dit Sarah. Ta présence me manquait. Pour la première fois en 4 ans, j'ai dormi en paix. Mes filles étaient à mes côtés, la vérité avait été révélée, et le lendemain commencerait le dernier chapitre de ma vengeance contre l'homme qui a failli détruire notre famille. Mais d'abord, je devais ouvrir l'enveloppe de Colette. L'heure était venue d'utiliser l'arme la plus puissante qu'elle m'avait donnée. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et j'ai ouvert l'enveloppe que Colette m'avait remise. Mes filles dormaient encore, épuisées émotionnellement. Par la veille, avec des mains tremblantes, j'ai retiré les documents qui étaient scellés depuis des mois. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Colette avait découvert quelque chose que même moi je n'imaginais pas. Osvaldo ne se contentait pas de frauder. Le fisc ou de blanchir de l'argent. Il était impliqué dans un système d'importation illégale qui brassait des millions d'euros, utilisant des sociétés écrans pour faire entrer des produits sans payer de droits de douane. Il y avait des photographies de lui lors de réunions, avec des personnes qui n'étaient clairement pas des entrepreneurs légitimes, des documents montrant des cargaisons qui entraient dans le pays sans déclaration, et le plus important, un enregistrement où il expliquait tout le système à quelqu'un. « Le fisc ne le découvrira jamais », disait sa voix dans l'enregistrement.
J'utilise le numéro de sécurité sociale propre de mon ex-femme pour tout. Elle vit comme une mendiante. Elle n'aura jamais les moyens de me dénoncer. J'ai ressenti un mélange de rage et de satisfaction. Osvaldo avait complètement sous-estimé ma capacité à me relever et à découvrir ses crimes. À 8 heures du matin, j'ai appelé le numéro que Colette avait noté sur l'enveloppe. C'était un agent du fisc qui enquêtait sur des systèmes de fraude dans le quartier du Marais. « Agent Dupont, je suis Daniel Santos. J'ai des informations sur un système d'importation illégale. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans une salle de l'immeuble du fisc, avec mes filles à mes côtés, remettant tout le matériel que j'avais collecté en 4 ans. L'agent Dupont, un homme sérieux d'une 50aine d'années, feuilletait les documents avec un intérêt croissant. « Madame Santos, c'est très grave. Si tout ce que vous présentez est vrai, nous parlons de crimes contre l'État qui peuvent valoir plus de 10 ans de prison. » Tout est vrai, et j'ai plus. J'ai montré les photographies que j'avais prises dans l'appartement d'Osvaldo, prouvant qu'il transférait de l'argent à l'étranger. « Évasion fiscale », a murmuré l'agent. « Encore 5 ans de prison. » Sarah a serré ma main, toujours en train de traiter l'ampleur des crimes de son père. « Agent, il prévoit de fuir le pays à la fin du mois, ai-je informé. Ne vous inquiétez pas. Avec ces preuves, nous allons obtenir un mandat d'arrêt préventif dès aujourd'hui. » Pendant que l'agent préparait la documentation légale, nous sommes allés dans un commissariat de police pour enregistrer les crimes qu'Osvaldo avait commis contre moi, personnellement. Falsification de documents, détournement de fonds et abandon du domicile conjugal. L'officier de police qui nous a reçus, Madame Leclerc, a été visiblement émue en entendant mon histoire. Madame Santos, en 20 ans de police, j'ai rarement vu quelqu'un se remettre d'une escroquerie aussi élaborée. Vous êtes une guerrière. Je veux juste la justice, et je veux récupérer ma vie. Vous aurez les deux. En fin d'après-midi, nous avons reçu l'appel que nous attendions. Osvaldo avait été arrêté à l'entreprise avec d'autres personnes impliquées dans le système d'importation illégale. L'opération avait été déclenchée simultanément à Paris et en Suisse, empêchant quiconque parmi les criminels de s'enfuir. « Maman, c'est fini », a dit Léa en m'embrassant. « C'est enfin fini. » Mais il y avait encore quelque chose que je devais faire. J'ai pris un taxi et je suis allé au commissariat où Osvaldo était détenu. Je voulais regarder dans les yeux de l'homme qui avait détruit ma vie et dire quelques mots. Il était dans une salle d'interrogatoire, menotté, avec une apparence très différente de l'entrepreneur prospère que j'avais vu la veille. Il semblait petit, effrayé, vaincu. Quand il m'a vu entrer, ses yeux se sont écarquillés. « Daniel, qu'est-ce que tu as fait ? » « Moi, je n'ai rien fait d'autre que de raconter la vérité. »« Tu m'as détruit. »« Non, Osvaldo, tu t'es détruit. Je n'ai fait que me défendre. » Je me suis assise sur la chaise en face de lui, enfin en position de pouvoir. « Tu te souviens quand tu as dit que je n'existais plus, que je n'aurais jamais les moyens de te poursuivre en justice ?» Il a baissé la tête, vaincu. « Comment as-tu obtenu toutes ces preuves ? Tu as sous-estimé une chose très importante. Une mère est capable de tout pour protéger ses enfants. Et tu étais en train de détruire nos filles aussi. Elles vont se retrouver sans père à cause de toi. Elles vont se retrouver sans un criminel. Grosse différence. » Je me suis levée pour partir, mais avant, j'ai dit les mots que j'avais répétés pendant des années. « Osvaldo, pendant 4 ans, tu m'as fait croire que je n'étais rien, que j'étais folle, abandonnée, oubliée. Mais j'ai découvert. Une chose, je suis beaucoup plus forte que tu ne l'as jamais imaginé. Et maintenant, tu vas avoir beaucoup de temps en prison pour y penser. » 1 semaine plus tard, j'étais de retour à Lyon avec mes filles. Colette était décédée pendant mon absence. Son cœur a finalement cédé. Mais elle est morte en sachant qu'elle m'avait donné les armes pour vaincre. Les funérailles ont été petites, mais significatives. Plusieurs personnes de la ville y ont assisté, y compris beaucoup de celles qui m'avaient tourné le dos quand j'étais dans la rue. Maintenant, elles me regardaient avec un mélange d'admiration et de gêne. « Colette serait fière », a dit Madame Valérie, l'une des voisines qui m'avait méprisée. Elle disait toujours que vous alliez vous relever. La librairie d'occasion que Colette m'a laissée était prospère. Pendant mon absence, les employés qu'elle avait embauchés avaient tout maintenu en marche. Mais j'avais de plus grands projets.
Avec l'argent que j'ai récupéré grâce aux poursuites contre Osvaldo, la maison a été rendue à mon nom, ainsi qu'une partie du patrimoine de l'entreprise frauduleuse. J'ai décidé d'étendre l'entreprise. Maman, tu veux vraiment ouvrir 3 librairies d'occasion a demandé Sarah en m'aidant à faire les calculs financiers. Je veux. Une ici à Lyon, une à Paris et une à Marseille. Ce sera notre chaîne de librairies. Léa, qui avait découvert un talent pour la gestion, pendant son expérience forcée dans l'entreprise de son père, a pris en charge la partie administrative de l'entreprise. Sarah, qui a toujours été bonne avec les chiffres, s'occupait de la comptabilité. 6 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de la maison que j'avais récupérée, en train de boire du café et de lire le journal, quand j'ai lu une nouvelle qui m'a fait sourire. Ancien entrepreneur, condamné à 15 ans de prison pour crimes contre le fisc et fraude bancaire. Osvaldo avait été condamné non seulement pour les crimes financiers, mais aussi pour falsification de documents et détournement de fonds. Vanessa, sa complice, a écopé de 8 ans. « Maman, une lettre de l'avocate est arrivée », a dit Léa, en me tendant une enveloppe. C'était la confirmation que le divorce avait été finalisé et que j'avais droit à une indemnisation de 200 000 € pour les préjudices moraux subis. « Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ?» a demandé Sarah. « Je vais créer une fondation pour aider les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Des femmes qui ont été trompées, volées, abandonnées. Elles auront un endroit pour recommencer. » 1 an après mon retour à la maison, la Fondation Colette avait déjà aidé 15 femmes à se relever. Nous offrions un logement temporaire, une assistance juridique et des opportunités d'emploi dans nos librairies d'occasion. C'était un dimanche après-midi quand j'ai reçu un appel inattendu. C'était de la prison où Osvaldo purgeait sa peine. « Madame Santos, je suis l'assistante sociale d'ici. Le détenu Osvaldo Santos aimerait vous parler. Dites-lui que je n'ai rien à lui dire. Il a dit qu'il veut vous demander pardon. » J'ai réfléchi un instant. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, une partie de moi voulait entendre ses excuses. Mais j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de ça. Dites-lui que je n'ai pas besoin de son pardon. Je me suis déjà pardonné d'avoir eu confiance en lui, et c'est suffisant. Cette nuit-là, assise dans le salon de ma maison avec mes aissais. Phil, Léa étudiant l'administration le soir, Sarah suivant des cours préparatoires pour la médecine, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout ce que j'avais conquis. Ce n'était pas seulement une maison, des meubles ou de l'argent. C'était la preuve qu'une femme peut être détruite, mais elle peut aussi se reconstruire. C'était la certitude que l'amour d'une mère est plus fort que n'importe quelle méchanceté. C'était la victoire de la vérité sur le mensonge. « Maman », a dit Sarah en levant les yeux de ses livres, « tu regrettes quelque chose ?»« Je regrette d'avoir signé ces papiers sans lire. Mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait après ça. Même les années dans la rue ? Même les années dans la rue, parce que c'est là que j'ai appris qui je suis vraiment. Et j'ai découvert que je suis beaucoup plus forte que je ne le pensais. Aujourd'hui, 5 ans après que tout a commencé, quand je regarde dans le miroir, je vois une femme de 67 ans qui a survécu au pire que la vie pouvait offrir. Je vois une femme d'affaires prospère, une mère fière, une personne qui a transformé sa douleur en force pour aider d'autres personnes. Parfois, je rêve encore de ces années dans la rue, du froid, de la faim, du désespoir. Mais je me réveille en sachant que cette femme brisée n'existe plus. À sa place est né quelqu'un d'incassable. Osvaldo a tenté de m'effacer de l'existence. Il a pensé qu'il avait gagné quand il m'a vu ramasser des ordures dans les rues de Lyon. Mais il s'est complètement trompé. Je n'ai pas seulement survécu. J'ai vaincu. Et le mieux de tout, mes filles savent quel genre de femme leur mère est vraiment. Une guerrière qui n'abandonne jamais, qui se bat jusqu'à la fin, qui transforme la tragédie en victoire. Elles sont. Oubliez que c'était moi qui payais les factures. Mais je n'ai jamais oublié qui je suis.